Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le croisement s'avère difficile. Je ralentis ou je m'arrête? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, comme tu le vois, donc il y a assez d'espace pour passer, mais c'est juste. Donc quand c'est juste comme ça, on va faciliter le passage au bus, surtout en agglomération. Donc on ralentit ou si besoin, on s'arrête pour le laisser manœuvrer. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure du pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sur le flanc d'une roue, il y a plusieurs indices. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi une roue? Ça a l'air d'être une question simple comme ça, mais je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, une roue, elle est constituée de deux choses. Tout d'abord, elle est constituée d'un pneu. Un pneu, c'est fait en caoutchouc. Donc ce pneu, il aura une hauteur qu'on va appeler le flanc et une largeur qui constituera sa bande de roulement. Donc la bande de roulement, c'est ce qui est en contact avec la route. Ce pneu, il va être solidifié par ce qu'on appelle une jante. La jante, c'est la structure du pneu. C'est ce qui donne la solidité au pneu. En général, c'est une jante métallique. Alors, il y a plusieurs indications sur le flanc d'un pneu qu'on appelle des indices alphanumériques. Alpha pour alphabet, numérique pour numéro. Donc des indices qui ont un code fait de lettres et de numéros. Alors ici, regardez par exemple. Ici on a par exemple la dimension du pneu. Ici, 215, ça veut dire que la largeur du pneu est de 215 mm. Un peu plus loin, on aura ce qu'on appelle l'indice de charge et de vitesse. Donc 96, ce sera l'indice de charge. Ça indiquera en fait la masse que peut supporter cette roue. Attention, 96, c'est pas en kilos, hein, c'est un indice. Et ensuite, juste après, une lettre qui va représenter son indice de vitesse, c'est-à-dire la vitesse que la roue peut supporter. Ensuite, très important aussi, vous voyez, on a ce qu'on appelle le dot. À la fin du dot, on a une série de 4 chiffres. Par exemple, ici, 35, 17. En fait, c'est la date de fabrication du pneu. Alors, comment on lit ça? 35, ça veut dire 35e semaine, et 17, l'année 2017. Alors, pourquoi c'est important? Alors, ce sera déjà pour toi important quand tu achèteras une roue. Savoir si ton prestataire ne t'a pas mis une vieille roue. En plus de ça, il faut que tu saches que une roue a une date de péremption. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 ans, la roue n'est plus viable. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'indicateur d'usure. En général, il est triangulaire, mais il peut être aussi noté TWI. Alors TWI pour Tread Wear Indicator. C'est en fait l'indicateur du témoin d'usure. Donc ici,
Est-ce que cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je peux aller. Réponse A. À Pau par la route. Réponse B. À Pau par l'autoroute. Réponse C. À Bayonne par la route. Réponse D. À Bayonne par l'autoroute. Alors, comme tu peux le voir sur le panneau, il y a différentes couleurs. Alors, l'encart vert indique un itinéraire routier, alors que un encart bleu va indiquer un itinéraire autoroutier. Ici, comme tu peux le voir, tu peux aller à Pau par la route, car il est dans l'encart vert. Mais tu peux également aller à Pau par l'autoroute, car il est également dans l'encart bleu. Concernant Bayonne, Bayonne est dans l'encart bleu. Tu peux donc aller à Bayonne par l'autoroute. Par contre, Bayonne ne se trouve pas dans un encart vert. Alors, tu ne peux pas partir à Bayonne par la route. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 4. En tant que conducteur, je perçois tout ce qu'il se passe autour du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, là, on en vient au champ de vision d'un conducteur placé dans un véhicule. Alors, déjà, tu dois savoir que le champ de vision binoculaire d'un être humain est de 120 degrés. Hein, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas de 180 degrés, mais il est bien de 120 degrés, à l'arrêt, lorsqu'il regarde tout droit. Hein, parce qu'effectivement, le champ de vision se rétrécit avec la vitesse. Mais à l'arrêt, il est de 120 degrés. Alors, là, ce que tu vois donc en vert, c'est le champ de vision avant. Alors, c'est pas totalement ça, parce que vous voyez, il y a des traverses dans l'habitacle, à gauche et à droite, qui vont obstruer le champ de vision avant. Voilà. Donc ça va constituer des angles morts, on va dire avant, gauche et droite. Alors, à l'arrière, derrière les 120 degrés, normalement, il ne voit rien. Cependant, on a des éléments qui vont nous permettre, en fait, d'agrandir notre champ de vision de manière, on va dire, artificielle, grâce au rétroviseur, c'est-à-dire grâce au miroir. Alors, on va tout d'abord avoir le rétroviseur intérieur, qui va, lui, augmenter notre champ de vision arrière de cette manière. Ensuite, on va avoir le rétro gauche et le rétro droit. Alors, par contre, on va avoir, si vous regardez bien, il reste des angles morts à gauche et à droite. Donc là, que j'ai mis en rouge. Donc, on voit bien que dans un véhicule, un conducteur ne peut pas tout percevoir de ce qui se passe autour de son véhicule. Donc, la bonne réponse ici va être la réponse B. Question numéro 5. Le véhicule à droite est bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, on a la voie de droite qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, ça vient marquer une voie réservée. Donc, le marquage au sol ici nous montre que cette voie réservée est réservée aux bus et non pas aux voitures. Donc, effectivement, le véhicule est très mal positionné
Et en plus, il risque donc une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 6. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans ce cas-là, on a un bus à droite. Donc, il peut y avoir des gens qui viennent de descendre du bus et qui s'apprêtent à traverser la rue et que vous ne voyez pas. Donc, toujours, lorsqu'on a un bus à sa droite arrêté et qu'on le dépasse, on ralentit. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. L'ABS permet, réponse A, de réduire la distance de freinage en cas de freinage d'urgence. Réponse B, d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Alors, déjà, l'ABS, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ABS, ce sont les initiales pour anti-blocage système. Ou sinon, plus simplement, c'est anti-blocage des roues. Donc, c'est un système qui va éviter que tes roues se bloquent lors d'un freinage d'urgence. Alors, pourquoi ce système? Regardez cette petite vidéo. Lorsque vous freinez d'un coup, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas d'ABS? Vos roues vont se bloquer, ce qui va entraîner, en fait, une perte de la manœuvrabilité du véhicule. Et donc, la voiture, elle va partir dans tous les sens parce que vos roues seront bloquées. Qu'est-ce que va apporter l'ABS? L'ABS, ce qu'il va faire lorsque vous allez appuyer à fond sur le frein, c'est que, en fait, il y a un système à l'intérieur qui va faire en sorte que les roues ne se bloquent pas. Donc, c'est un système qui va agir sur les plaquettes de frein et qui va, en fait, faire en sorte de bloquer les roues par intermittence, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et qu'est-ce que ça va permettre, ça? Ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle du véhicule et donc une meilleure manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Donc, l'ABS va permettre d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne va pas réduire la distance de freinage, en aucun cas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Je dois dégivrer les vitres de mon véhicule avant de prendre la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je sais que certains d'entre vous vont dire « Mais attends, mais cette question, c'est une question bête. » Alors, pas tant que ça. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a des articles de loi, en fait. Alors, il faut savoir que le pare-brise est un élément de sécurité, d'accord? Ce pare-brise doit être propre tout le temps. Il doit être visible, en fait. Tout le temps. Sachez que vous risquez une contravention de 3e classe et une amende de 68 € si votre pare-brise est sale ou non visible. Donc, ça peut paraître évident, mais plusieurs personnes, par exemple, vont juste dégivrer le pare-brise,
juste dégivrer la fenêtre ou une partie, ou alors vous roulez avec des pare-brises sales, et bien ça, c'est une contravention. Donc oui, je dois dégivrer les vitres de mon véhicule avant de prendre la route. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je peux stationner sur la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, ici, la voie à droite est séparée par une ligne épaisse discontinue qui matérialise donc une voie réservée. C'est une voie réservée, donc ce n'est pas la tienne. Tu n'as pas le droit de stationner, ni même de t'arrêter sur cette voie. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 10. Je tourne à droite. J'ai la priorité sur le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à une intersection qui n'est pas gérée par une signalisation. Donc, lorsqu'une intersection n'est pas gérée par une signalisation, c'est la priorité à droite qui prime. Là, regardez la petite animation. Donc, nous, on est la voiture rouge. Donc, à notre gauche, la voiture blanche. Si vous vous mettez du point de vue de la voiture blanche, imaginez que vous conduisez la voiture blanche, vous nous voyez à droite. Donc, je laisse la priorité aux gens qui viennent de droite. Donc, dans ce cas-là, c'est à nous de passer avant la voiture blanche. La voiture blanche doit nous céder le passage. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 11. Le motard est en train d'effectuer un virage à gauche. Son corps se déplace donc vers réponse A. À gauche, réponse B. À droite. Alors, ici, effectivement, le motard est en train d'effectuer un virage à gauche, à sa gauche, donc notre droite. Donc, son corps, lorsqu'il va s'incliner, son corps va automatiquement se déplacer ou se pencher vers la gauche. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. En attendant les secours, réponse A, je retire le casque. Réponse B, je le couvre. Réponse C, je le déplace sur le trottoir. Alors, à savoir, ne jamais retirer le casque d'un motard qui vient d'être accidenté. Ne jamais également déplacer une personne qui est inconsciente, sauf risque de suraccident. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on le couvre. La bonne réponse est la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 13. La vitesse est limitée à 70 km/h. Réponse A, après l'implantation du panneau.
Réponse B, avant l'implantation du panneau. Réponse C, après et avant l'implantation du panneau. Alors ça, c'est un truc qu'on a vu plusieurs fois, que ce soit dans l'information ou les vidéos YouTube. Il faut savoir que chaque type de panneau a ses étendues de prescription. Alors n'oubliez pas, une étendue de prescription, en résumé, c'est quoi? C'est où l'ordre commence et où l'ordre se finit. Ici, on est sur un panneau d'interdiction. Donc, concernant les panneaux d'interdiction, en général, la prescription commence à l'implantation du panneau et se finit à la prochaine intersection. Donc, ici, pour en revenir à la question, donc la vitesse est limitée à 70 km/h après l'implantation du panneau. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors vraiment, là on passe très très vite sur certaines notions qui sont très importantes. Sachez que là on a vu l'étendue de prescription seulement pour les panneaux d'interdiction. Ensuite, pour les autres types de panneaux, l'étendue de prescription est totalement différente. Donc là, ce que je suis en train de dire, ça vaut que pour les panneaux d'interdiction et encore de manière générale. Donc pour ça, je vous incite à aller dans l'information pour être vraiment plus précis. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. La conductrice est bien installée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une super bonne question. Comment savoir qu'on est bien installé dans le véhicule? Alors, regardez cette petite image qui est super intéressante parce qu'elle explique bien comment il faut s'installer dans un véhicule. Alors, tout à gauche, vous voyez bien là que le conducteur est trop loin. Il a les bras tendus, les jambes tendues. Là, il est très mal installé. Pareil pour la petite image du milieu. Il est trop proche de son volant, il a le dos courbé, il est mal installé. Alors que tout à droite, il a le dos droit, les bras légèrement fléchis, les jambes légèrement fléchies. Donc ça, c'est une bonne installation. Alors, si on retourne à notre conductrice, on voit bien que son buste est beaucoup trop proche, que ses avant-bras touchent le volant et que surtout, ses genoux touchent le tableau de bord. Donc ici, effectivement, la conductrice n'est pas bien installée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, route, réponse B, croisement, réponse C, position.
Alors ici, certes, on rentre dans une agglomération, mais une agglomération non éclairée de nuit. Donc ici, je dois rouler en feu de route. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. Il est déconseillé de laisser un enfant seul dans le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question a l'air évidente, mais encore beaucoup de personnes laissent leur enfant seul dans le véhicule. Et cela peut entraîner énormément de déconvenues. Les enfants peuvent toucher les commandes et ça peut être très dangereux. Donc on ne laisse jamais, même quelques secondes, un enfant dans un véhicule seul. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. Dans cette intersection, le croisement s'effectue à l'indonésienne. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai la priorité sur les véhicules en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tout d'abord, tu dois savoir qu'il existe deux types de croisements dans une intersection. On a le croisement à l'indonésienne et le croisement par contournement. Le croisement à l'indonésienne, c'est lorsque les véhicules se croisent par l'avant, en se faisant face. Le croisement par contournement, c'est lorsque les véhicules se croisent par l'arrière ou, plus communément, en se contournant. Dans notre situation, ici, le croisement s'effectue par contournement. Concernant la deuxième partie de la question, est-ce que, dans ce cas-là, j'ai la priorité sur les véhicules en sens inverse? Donc ici, je veux tourner à gauche. Eh bien, non. Je vais devoir laisser passer les véhicules en sens inverse pour pouvoir tourner à gauche. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que je m'engage dans une voie qui n'est pas la mienne. Je change de voie. Deuxième raison, c'est que regardez, si je tourne à gauche, les véhicules qui viennent en sens inverse, maintenant, ils viennent de ma droite. Et donc, c'est la priorité à droite qui prime. Donc pour ces deux raisons, je devrais leur laisser la priorité avant de tourner. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 18. Je veux vendre ma voiture qui a plus de 4 ans. Un contrôle technique doit être réalisé 6 mois avant la vente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, concernant la vente des véhicules et le contrôle technique, c'est très simple. Si votre véhicule a moins de 4 ans, alors, pas besoin de réaliser un contrôle technique. S'il a plus de 4 ans, vous devez, avant la vente, effectuer un contrôle technique de moins de 6 mois. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. La consommation d'alcool entraîne. Réponse A, une augmentation du champ visuel. Réponse B, une diminution de l'acuité visuelle. Réponse C, une vision floue.
Alors, la consommation d'alcool, mais également de psychotropes, hein. Mais là, on va parler de la consommation d'alcool, va avoir plusieurs effets sur la vision. Alors, ça va avoir quoi comme effet sur la vision? Déjà, sur le champ visuel. Ça va diminuer le champ visuel. Autre chose, ça va diminuer l'acuité visuelle. Alors, attention, on n'a pas le temps, j'aurai pas le temps ici de vous apprendre ce que c'est qu'un champ visuel et une acuité visuelle, mais sachez que vous devez le savoir avant de passer votre code. Ce sont des notions très importantes, donc pour ceux qui ne savent pas, rendez-vous dans l'information. Et également, qu'est-ce que ça va entraîner la consommation d'alcool? Ça va entraîner ce qu'on appelle une diplopie, c'est-à-dire que vous allez voir flou. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 20. Plus la vitesse augmente, plus le temps de réaction augmente. Oui, réponse A, non, réponse B. À 70 km/h, la distance parcourue durant le temps de réaction est de réponse C, 21 mètres, réponse D, 49 mètres. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il te faudra pour d'abord percevoir un danger, analyser un danger, décider d'une action, puis agir. C'est ce qu'on appelle le PADA. Durant toutes ces étapes, il se passera un temps de 1 seconde. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction. Et ce temps de réaction est le même pour tous. Il ne dépend donc pas de la vitesse. Alors, la deuxième question, c'est à 70 km/h, la distance parcourue est-elle de 21 mètres ou de 49 mètres? Pour calculer la distance parcourue durant le temps de réaction, on multiplie le nombre des dizaines par 3. Ici, ça fera 7 fois 3, ce qui nous donne 21. Donc la distance parcourue durant le temps de réaction est de 21 mètres. Ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 21. Je circule sur une autoroute, oui réponse A, non réponse B, un itinéraire européen, oui réponse C, non réponse D. Alors, comme tu peux le voir, au-dessus donc de la pancarte bleue, il y a ce qu'on appelle un cartouche. Ce cartouche te permet d'identifier la route sur laquelle tu roules. Alors, il y en a plusieurs des cartouches qui ont des couleurs, des lettres et des numéros différents. Par exemple, ici, A75, A pour autoroute, 75, le numéro de l'autoroute, 75. Juste en dessous, N89, N pour national, 89 pour le numéro de cette nationale. Juste un peu plus en dessous, E11 veut dire que tu roules sur l'itinéraire européen, E pour européen, numéro 11. Alors, si on se réfère à notre photo qu'on a ici, on voit que sur le cartouche, il y a A85, donc on roule sur l'autoroute A85, et E604, donc on roule également sur un itinéraire européen numéro 604. Donc ici, les bonnes réponses
sont les réponses A et C. Question numéro 22. Cette personne se retrouve inconsciente après un accident de la route. Pour la secourir, je dois. Réponse A. La déplacer sur le trottoir pour la protéger. Réponse B. La mettre en position latérale de sécurité. Réponse C. Vérifier un signe d'hémorragie. Alors, comment secourir une personne victime d'un accident de la route et qui se retrouve inconsciente? Alors, tout d'abord, tu dois vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Donc, une hémorragie, c'est du sang qui coule de son corps. Dans un deuxième temps, tu dois la mettre en position latérale de sécurité. Et dans un troisième temps, tu dois la couvrir, car toute personne victime d'un accident se met automatiquement en hypothermie, c'est-à-dire que son corps se refroidit. Alors, surtout, ici, il ne faut pas déplacer cette personne, car elle est inconsciente. Comme tu le sais, là, ici, on a seulement parlé du cas de secourir une personne inconsciente. Secourir une personne consciente, ce sera une autre procédure. Pour ça, je t'encourage à aller dans la formation. De plus, déplacer une personne sur un trottoir ne fait pas partie du secours, mais de la protection. N'oublie pas qu'il y a une procédure à suivre lorsque une personne est victime d'un accident corporel avec dommages corporels sur la route. Cette procédure, c'est le PA. Ici, on n'est pas sur la protection, on est sur le secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 23. Je peux charger mon véhicule électrique. Par temps de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par temps de neige. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les prises qui ont été conçues par les constructeurs passent par un cahier des charges assez strict. Donc, les systèmes d'alimentation, notamment les prises, sont dotés de systèmes de protection. Donc, effectivement, il n'y aura aucun risque d'électrocution, par exemple. Donc, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 24. Si je ne peux pas présenter mon permis lors d'un contrôle de police, je dois alors le présenter dans un délai de réponse A 5 jours, réponse B 10 jours. Alors, il peut arriver que lors d'un contrôle de police, tu n'aies pas tes papiers. Alors, sache que ton permis, tu pourras le présenter en général au commissariat
sous un délai de 5 jours. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Les documents obligatoires à bord du véhicule sont: réponse A, la carte grise. Réponse B, l'assurance du véhicule. Réponse C, le permis de conduire. Réponse D, le procès-verbal du contrôle technique. Alors, tu dois savoir qu'il y a seulement 3 documents obligatoires à avoir dans ton véhicule. Tout d'abord, ça va être le permis de conduire. Ensuite, ça va être la carte grise et également la preuve du contrôle technique valide. Tu n'as pas besoin de montrer ton procès-verbal du contrôle technique. Tu as seulement besoin de montrer une preuve, c'est-à-dire de montrer soit la vignette, soit le timbre qui est collé sur la carte grise. Également, tu n'es pas obligé de posséder l'assurance du véhicule à bord du véhicule. Maintenant, depuis avril 2024, les policiers ont à leur disposition un fichier des véhicules assurés. Donc, d'ailleurs, il s'appelle le FVA, fichier des véhicules assurés. Donc, ils savent si tu es assuré ou non. Donc, c'est plus obligatoire de l'avoir depuis avril 2024. Donc, pour répondre à la question, les documents obligatoires à bord du véhicule sont: réponse A, la carte grise, et réponse C, le permis de conduire. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 26. En période probatoire, je roule sur cette autoroute. La vitesse maximale autorisée est de: réponse A, 50 km/h. Réponse B, 80 km/h. Réponse C, 110 km/h. Réponse D, 130 km/h. Alors, ici, peu importe que vous soyez en probatoire ou hors probatoire, comme vous le remarquez, on a une très faible visibilité. D'ailleurs, on a une visibilité qui est à peine de quelques mètres. Elle est inférieure à 50 mètres. Et lorsque, sur une route, ou même, peu importe la route, en agglomération ou hors agglomération, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 27. Je peux m'insérer sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, si tu regardes le rétroviseur gauche, tu vois que il y a un véhicule sur la voie de gauche, mais le véhicule est très loin. Donc, c'est le bon moment pour s'insérer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. À 70 km/h, la distance parcourue pendant 1 seconde est de: réponse A, 21 mètres. Réponse B, 42 mètres. Réponse C, 49 mètres. Réponse D, 70 mètres.
Alors, pour savoir comment on calcule la distance parcourue pendant une seconde, c'est très simple. Tu prends déjà la vitesse, ici 70 km/h. Tu prends le chiffre des dizaines, donc ici le chiffre des dizaines, c'est 7. Et ce chiffre, tu le multiplies par 3, ce qui donne 21. Donc, la distance parcourue pendant une seconde est de 21 mètres. Alors là, sûrement que tu vas me dire, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on nous demande de calculer la distance parcourue pendant une seconde ? Nous, on veut juste avoir notre permis, on n'est pas des physiciens, on n'est pas des mathématiciens, ça nous sert à rien en fait. On n'est pas à un contrôle de physique. Eh ben non. Parce que pourquoi on vous pose cette question ? C'est parce que c'est une question de cours. Regardez. C'est quoi la distance parcourue pendant le temps de réaction ? Bah, c'est la distance parcourue pendant une seconde. Parce que le temps de réaction, c'est combien ? Bah, c'est une seconde. Donc, calculer la distance parcourue pendant une seconde, ça équivaut à calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on vous pose cette question. C'est pas par hasard, ça vient pas de nulle part. Là, on vous a demandé de calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. Tout simplement. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. L'autopartage permet de limiter les embouteillages, oui réponse A, non réponse B, de limiter les émissions de CO2, oui réponse C, non réponse D. Alors oui, effectivement, l'autopartage permet de limiter les embouteillages et également de limiter les émissions de CO2. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 30. Le système ISOFIX permet A. d'installer un siège enfant, B. de sécuriser l'installation d'un siège bébé, C. de désactiver l'airbag. Alors, le système ISOFIX, c'est tout simplement deux mousquetons en acier. Hein. C'est deux carrés en acier qui sont fixés en fait au châssis du véhicule. Et il vous permet en fait d'installer les nouveaux sièges enfants de manière un peu plus sécurisée. Par contre, en aucun cas, il ne permet de désactiver l'airbag. Ce sera à vous de désactiver l'airbag par vous-même. Donc le système ISOFIX n'est pas relié à l'airbag électroniquement. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses A et B. Question numéro 31. Un piéton est présent sur la chaussée. Réponse A, je cède le passage. Réponse B, je place le pied devant le frein. Réponse C, je m'arrête obligatoirement. Alors, ici regardez, on a un piéton donc sur la chaussée. Par contre, on le voit pas entièrement, on voit pas son visage, on connaît pas ses intentions. Ici, on est quand même dans une situation dangereuse. Cependant, il n'est pas obligatoire de s'arrêter. Tout dépendra de son intention. Hein, si par exemple il se met à courir, oui, là il faudra
il faudra s'arrêter. Là, je prends juste mes précautions. Je place mon pied devant le frein au cas où, et je lui cède le passage si il se met par exemple à courir inopinément pour traverser la chaussée. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et A. Question numéro 32. La voie de stockage est réservée aux véhicules qui tournent à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, tu vois, la voie dans laquelle on s'apprête à aller, c'est une voie réservée, hein, on peut le voir parce que on a des lignes épaisses discontinues et une flèche allant à gauche. Donc effectivement, si je veux tourner à gauche, je m'engage dans la voie de stockage. La bonne réponse est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours ». Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Le tracteur est un véhicule lent. Oui, réponse A, non, réponse B. Je peux dépasser le tracteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, au sens du code de la route, un véhicule lent est un véhicule qui ne peut pas dépasser les 60 km/h. Alors, ici, est-ce que c'est le cas pour un tracteur ? Bah, effectivement, un tracteur ne peut pas dépasser les 60 km/h. Alors, est-ce que je peux dépasser le tracteur ? Alors, vous voyez là, on a une ligne axiale en agglomération, qui signifie qu'on peut dépasser les véhicules lents. Cependant, il y a une exception. On peut dépasser les véhicules lents en agglomération si on a de la visibilité. Ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'on est en pente. En plus, on a un petit panneau de danger qui nous annonce un virage dangereux. Donc, ici, on n'a pas la visibilité pour dépasser le tracteur. Les bonnes réponses. Ici sont les réponses A et D. Question numéro 34. Partant d'intempéries, je circule. Réponse A, en feu de position seule. Réponse B, en feu de croisement.
Afin d'être vu par les autres automobilistes, en temps d'intempérie, je circule en feu de croisement. Bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. En utilisant ce service, je pratique. Réponse A, l'éco-partage. Réponse B, le covoiturage. Alors, en utilisant les services Autolib, je pratique l'éco-partage. Si tu veux savoir la différence entre l'éco-partage et le covoiturage, je t'incite fortement à aller dans la formation en lien dans la description. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve, réponse A en A, réponse B en B. La jauge du niveau d'huile se trouve, réponse C en B, réponse D en D. Alors, on va se faire un petit récapitulatif sur les équipements, notamment les équipements qu'il y a sous le capot. Donc en A, ça c'est le réservoir du liquide de refroidissement. En C, ça c'est le réservoir d'huile. En D, la jauge du niveau d'huile. En B, liquide de frein. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 37. Je peux prendre la voie de droite pour aller à Toulouse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à Castres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, deux choses ici. Si tu regardes bien le marquage au sol, tu as devant toi une ligne de dissuasion. Donc, une ligne de dissuasion te dissuade de la franchir. Sauf à deux conditions. Pour dépasser un véhicule lent et pour te rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Ce sont les deux seules conditions pour franchir cette ligne. Alors, regarde ici. En plus de ça, en haut à droite, sur le rétroviseur, tu vois que on a un camion qui est sur la voie de droite. Donc, ici, pour aller à Toulouse, est-ce que je peux prendre la voie de droite? Non, je ne peux pas prendre la voie de droite car ligne de dissuasion plus un camion sur cette voie. Est-ce que je peux aller à Castres? Sûrement pas. C'est une ligne de dissuasion, donc on ne la franchit pas pour aller à Castres. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 38. Les piétons sont prioritaires sur le tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir que le tramway est toujours prioritaire sur tous les usagers de la route.
piétons compris. C'est normal, la distance d'arrêt d'un tramway est très grande. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je dois porter des lunettes de correction. Une mention est inscrite sur le permis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux conduire sans mes lunettes pour un court trajet. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, pour tous ceux qui ont des lunettes de correction, il y aura une mention inscrite sur votre permis de conduire. Par contre, même pour un court trajet, il vous est interdit de conduire sans vos lunettes. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 40.
Ce véhicule sort d'une propriété privée. Je suis donc prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, le véhicule sort d'une propriété privée. Et regarde, en fait, comment savoir qu'il sort d'une propriété privée? En fait, il y a ce qu'on appelle, au niveau du trottoir, eh ben, il y a un bateau. On appelle ça un bateau, c'est-à-dire un affaissement du trottoir. Donc s'il y a un affaissement du trottoir, c'est que il y a une propriété privée. Sinon, il n'y aurait pas de trottoir, en fait, il y aurait une rue. Donc là, le véhicule sort d'une propriété privée, donc c'est moi qui suis prioritaire. Je suis prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.